Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Madame Nathalie Janson. Bonjour Madame Janson. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un doctorat en économie et également professeur associé à Neoma Business School. Aujourd'hui, on va aborder deux thèmes principaux, l'inflation et les crypto-monnaies. On va commencer par l'inflation si vous le voulez bien. Avec cette question, l'inflation est une inflation record dans tous les pays de l'OCDE. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Madame Janson? Oui, il faut s'en inquiéter. Effectivement, c'était un sujet qui n'est pas nouveau, puisque suite aux politiques monétaires très généreuses qui ont suivi notamment le Covid en 2020, il y avait des interrogations sur le moment où elles allaient se terminer, et puis surtout, elles ont été massives. Donc, aux États-Unis, juste pour donner un ordre d'idée, on est passé d'un bilan qui était de 3 000 milliards, enfin un peu plus de 3 000 milliards, presque 4 000, à maintenant 9 000 milliards. Donc, sans surprise, effectivement, Jay Powell, hier, a bien rappelé qu'il était déterminé à suivre ce sujet de l'inflation pour qu'il ne s'emballe pas, puisqu'en fait, l'inflation devient problématique. Enfin, c'est une vraie inflation, le jour où, en fait, elle augmente régulièrement. Donc, là, on entrerait dans une spirale. Et il veut à tout prix l'éviter. Ok. Est-ce que, dans ces cas-là, vous parlez de spirale, est-ce qu'on assisterait à un changement de paradigme sur l'inflation? Je veux dire qu'il semblerait que les gouvernements sont en train de se positionner et de réagir face à cette inflation qui devient persistante. Je pense notamment à la France qui a émis hier un OAT, une obligation souveraine à 30 ans, indexée sur l'inflation. Je pense à différents pays européens qui vont revoir la hausse de leur salaire minimum. L'Espagne plus 3,6%, le Royaume-Uni plus 7%, l'Allemagne annonce 25% de hausse. Est-ce que une inflation finalement aux alentours de 3-4% serait la norme demain? Alors si effectivement ce n'est pas une vraie inflation qui s'emballe, peut-être effectivement réajusteront-ils à la hausse en tout cas leur cible. C'est quelque chose qui était discuté aussi avant, hein, parce que en effet le taux de 2% peut paraître arbitraire. Bon, en général c'est tout simplement parce que c'est lié aux potentialités de croissance réelles. Donc on dit que c'est 2% parce que ça irait en ligne avec un potentiel de croissance de 2%. En fait c'était ça. Donc là ça voudrait dire qu'effectivement on est quand même sur un peu d'inflation, parce qu'il n'est pas certain que les économies aient un potentiel de croissance de 4% à long terme. Peut-être à court terme parce qu'on sort du Covid, mais peut-être pas à long terme. Et on voit qu'en effet, pour cette tendance à vouloir à émettre des obligations indexées est donc bien un marqueur que les gouvernements sont tout à fait conscients que les investisseurs pourraient délaisser les obligations longues par crainte de voir cette inflation s'installer. Donc pour ne pas les perdre sur ces segments de marché, il leur offre cette indexation pour les rassurer. Pour les rassurer, évidemment, sur les rendements. Dans ces cas-là, donc j'entends bien ce que vous dites. Certains pensent que les banques centrales peuvent réajuster à la hausse finalement leur cible aux alentours justement de 4%. Oui, tout à fait. Ce que je comprends finalement dans ce que vous dites, c'est qu'a priori, vu que la croissance à des niveaux entre 4, 5, 6% est temporaire, les banques centrales ne devraient pas réajuster leur cible, du coup? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si elles réajustaient leur cible, ça voudrait dire qu'elles toléreraient à continuer à gérer un peu de l'inflation. Et ce n'est pas toujours une très bonne nouvelle compte tenu des liquidités qu'il va falloir, qui sont présentes dans le système et qu'il va bien falloir en fait à un moment donné assécher compte tenu d'un retour à la normalité. Donc de toute façon, c'est les grands désaccords sur le futur de la politique monétaire, puisque effectivement certains préconisent qu'on soit plutôt drastique pour éviter une gestion des problèmes à plus tard, comme il s'est passé dans les années 70 finalement, hein, où l'inflation, on l'a laissé s'installer, et après, du coup, les mesures prises sont assez fortes et peuvent engendrer des chocs économiques importants. Et ceux qui disent, non, il faudrait effectivement prendre le problème à bras-le-corps tout de suite, quitte à ce que ce soit un peu saignant au départ, mais au moins que ce soit jugulé très vite. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est l'avis? Moi, je préférerais effectivement on le jugule très vite, puisqu'effectivement on voit bien qu'il y a des phénomènes sur les marchés qui sont entretenus par cette incertitude et qui sont des phénomènes de hausse des prix qui sont entretenus par la présence de ces liquidités. Donc en effet, pour ne pas rendre ces phénomènes persistants, parce qu'en fait on envoie en quelque sorte des faux signaux au marché, puisque on pense que certains secteurs pourraient être très rentables, alors qu'en fait finalement ils ne le sont peut-être pas tant que ça, puisque c'est dû à une surliquidité. Une surliquidité. On va basculer sur
sur les cryptos qui chutent, hein, enfin, accusent un très net repli depuis plusieurs semaines. Comment est-ce que vous expliquez ce repli Alors ce repli, il s'explique à la fois par... Il y a deux sujets qui dominent l'actu crypto. Un, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'avec l'entrée d'investisseurs institutionnels en 2021, surtout américains, on a un Bitcoin qui fait partie des portefeuilles beaucoup plus qu'avant, de portefeuilles plus standards. Et donc en fait, on s'aperçoit que ce fameux Bitcoin qui était donné comme un actif, une classe d'actifs à part, certains voulaient le qualifier ainsi, finalement c'est un peu institutionnalisé et devient un actif comme les autres. Donc quand on regarde les courbes effectivement de la bourse et son évolution là dans les dernières semaines avec celle de Bitcoin, finalement le Bitcoin réplique assez bien ce qui se passe sur les actions. Donc finalement voilà, il y a ce phénomène là et puis parallèlement quand même un mouvement de la part des gouvernements contre le Bitcoin, contre le minage du Bitcoin, puisque la Suède s'est positionnée assez rapidement sur le sujet il y a quelques mois maintenant en disant qu'elle était en désaccord, enfin elle voulait que les pays européens se positionnent contre le minage par la preuve de travail, qu'elle estime être trop consommatrice d'énergie et il pense que c'est une erreur de faire consommer l'énergie verte pour le Bitcoin. En gros, ils disent on va effectivement produire plus d'énergie verte. On ne veut pas que le Bitcoin pompe sur ces énergies vertes. Voilà. Clair, Donc, et elle voudrait en fait évidemment rallier les autres pays européens à sa cause. Et c'est un mouvement aussi dans d'autres pays au niveau international qui plaide pour une interdiction du minage, qui effectivement porterait fortement atteinte au Bitcoin. On a vu ce qui s'est passé aussi avec quand il y a eu l'interruption d'Internet au Kazakhstan, parce que le Kazakhstan représente à peu près 18% du minage actuellement, eh bien, pareil, le Bitcoin a réagi fortement à cette baisse. Ok, donc on peut l'expliquer par c'est surtout en fait l'effet de base favorable de 2021. En fait, c'est l'institutionnalisation du Bitcoin qui a fait que finalement les petits porteurs se sont positionnés sur cet actif et ce qui a mécaniquement fait augmenter le cours. Mais est-ce que donc dans ces cas-là, est-ce que cette chute marque un désintérêt profond pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en règle générale? Non, il n'y aura pas de désintérêt profond, enfin je ne pense pas, parce qu'il y a quand même il y a une institutionnalisation du Bitcoin à travers la gestion de portefeuille, mais il y a eu aussi une institutionnalisation du Bitcoin comme dans les circuits de paiement. Donc on l'a vu avec PayPal, Visa, il y a plusieurs acteurs qui se positionnent dessus. On voit bien, même Elon Musk, même s'il est revenu puisqu'il préfère finalement le Doge au Bitcoin pour le paiement, mais néanmoins on voit bien que voilà, il y a aussi néanmoins le Salvador qui l'utilise comme monnaie légale. On a des pays africains... Le FMI alerte le Salvador en disant qu'il faut qu'il arrête son projet de toute façon, le FMI, dès le départ, était très critique. Bon, de toute façon, c'est un coup de poker. Enfin, je veux dire, c'est une décision risquée. Enfin, il a voulu se démarquer très nettement. Bon, maintenant, il a peut-être envie aussi de se démarquer du dollar. Il a peut-être aussi assez d'être sous la dollarisation. Donc, c'était aussi un moyen de dire qu'il n'y a pas que le dollar dans la vie. Donc on verra ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a quand même le Bitcoin, même si la dimension investissement prédomine dans sa détention, néanmoins sa dimension moyen de paiement s'accroît quand même avec le temps. Et puis il y a des développements de toute façon en blockchain qui vont en faveur quand même de l'utilisation des crypto-monnaies et donc du Bitcoin. Ok, très clair. J'ai envie de finir avec cette dernière question. Du coup, est-ce qu'un retour vers les sommets pour le Bitcoin notamment est envisageable? Est-il possible? Alors, envisageable en 2022, bon, je ne suis pas tout à fait très à l'aise avec l'exercice de Madame Soleil parce que c'est pas ma spécialité. Et mais voilà. Disons, est-ce qu'il y a des données fondamentales qui peuvent amener le Bitcoin? Cette année, il y a peut-être plus de données qui feront qu'il ne s'envolera pas que de données qui expliqueront qu'il s'envolera. Parce que comme, voilà, ce repositionnement des politiques de banque centrale joue quand même un peu, dans un premier temps, en défaveur, mais si l'inflation persiste, par exemple, ou si vraiment elle s'emballe, eh bien peut-être que le Bitcoin retournera sur la scène, puisque si c'est une protection contre l'inflation, eh bien peut-être que du coup il augmentera. Donc voilà, une incertitude quand même sur son évolution future. Ok, merci beaucoup Madame Janson, merci beaucoup pour votre analyse et vos éclairages. Je rappelle que vous êtes docteur en économie et professeur associé d'économie à Neoma Business School. On marque une pause et je vous retrouve juste après pour la suite et la fin de nos éditions, de notre édition. À tout de suite sur Téléfinance.